Halte! Groupir! Il faudrait se groupir! Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste Leblanc.
pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour ma star. 25 visionnages de suite. Moi, je dis... Merci, merci. Effectivement, merci beaucoup pour le soutien, pour la présence. Même si elle est discrète, je sais que tu es toujours en lurk sur le live, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis voilà, que dire? Bonjour, bonsoir, c'est mercredi, jour des sorties ciné de la semaine. Vous allez voir, ça va être une émission courte cette semaine, Cannes oblige. Les films sont présentés à Cannes, mais sortent pas forcément tout de suite. Mais voilà, donc on a 10 films, quoi, je crois, de tête. Donc ça va aller, somme toute, assez vite ce soir. Et bah, on fera plus la prochaine fois. Mais attention, on a des Bollywood. Et je crois, j'en suis pas sûr, je crois que on a des sous-titres incroyables. Du Bollywood avec des sous-titres, là, ils se sont lâchés. Hop, attends, l'écran est un peu trop. Voilà, nickel, comme ça on est bien. Allez, en tout cas, qu'est-ce que je voulais faire? Faire ça. On attaque avec un premier film, vous en avez forcément entendu parler. Il a été présenté à Cannes en séance spéciale. La presse en dit plutôt du bien, il me semble. Bah tiens, ça va me permettre de régler ça tant que j'y suis. La presse, on est à 3,4 sur 5, donc on est quand même sur une très bonne note. Mission Impossible, The Final Reckoning. Enfin, on arrive à la fin. Le premier, ça date de quand? Je ne sais plus, à force. Où il était tout jeune. Mission Impossible. Ouais, mais le 1, il y en a tellement. Il y en a tellement que même le 1, il veut pas me le donner, quoi. Dead Reckoning Part 1, Protocole Fantôme, Fallout. Mission Impossible, 1996, rendez-vous compte. On est en 2025. Quand même, hein? Ah oui, quand même, hein? Oui, je fais... oui, voilà, parce que j'ai eu un doute. Oui, donc ça fait 29 ans, hein, quasiment les 30 ans. C'est dommage de ne pas l'avoir sorti l'an prochain, pour le coup. Comme ça, pour les 30 ans, on arrive enfin au grand final. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de cet épisode final, The Final Reckoning. C'est parti. This can't all be true. Every word. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan? Your team has been betrayed, Ethan. All your secrets compromised.
everything you are, everything you've done, has come to this. You gave him an aircraft carrier? Our lives are the sum of our choices. This is your calling, your destiny. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Voilà, faudrait que je regarde la première partie parce que du coup le dernier épisode est en 2 parties pour me rappeler ce qu'il y faisait parce que j'avoue que je me rappelle plus trop. Alors, il n'y a pas de prénom, bah si, il a un prénom. Le mec a 3 ans de retard. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Pourquoi en 2 parties? Ça, c'est une bonne question. Mission Impossible, The Final Reckoning est la deuxième moitié d'une histoire scindée en 2 par son réalisateur et co-scénariste Christophe McQuarrie. Ce dernier explique à Collider les raisons de ce choix. Je savais que je voulais étendre le casting et donner plus à faire à chacun de ces personnages, donc j'avais conscience que le film serait plus gros et long que Fallout. Ouais, autrement, ça aurait fait un film de 6 heures, hein, parce que là, on est sur 2h50 et le précédent, donc la première partie, faisait 2h47. À placer sur une grille horaire, c'est impossible. Hein. Et même à suivre, c'est impossible. À un moment, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on se bat ainsi? Pourquoi est-ce qu'on cherche à concentrer tout cela sur 2 heures? Coupons l'histoire en son milieu et faisons 2 films. Bah oui, pourquoi pas. C'est vraiment la raison qui m'a poussé à avoir un film en 2 parties. Ce n'est pas seulement parce que l'histoire était plus grosse, mais aussi parce que nous voulions plus d'émotions dedans. Initialement intitulé Dead Reckoning Part 2, qui aurait été logique, vu que c'était Dead Reckoning Part 1, le film a été nommé Final Reckoning, comme ça au moins on est sûr c'est la fin. Que bon, Dead Reckoning Part 2, pourquoi pas avoir une suite, la Final normalement. Et donc il a été renommé en octobre 2023. Christopher McQuarrie rempile pour le film. Le film est réalisé par Christopher McQuarrie qui était déjà aux commandes de Mission Impossible, Rogue Nation, Fallout et Dead Reckoning. Nicolas Hoult, initialement choisi pour jouer le méchant, Nicolas Hoult s'est désengagé du film suite au report du tournage de février 2020. Il a été remplacé par Essay Morales, que l'on connaît notamment pour ses rôles dans les séries Ozark et Murder. Voyons voir sa tête à ce monsieur. Ah oui, effectivement, on le connaît. Une franchise qui rapporte Mission Impossible 2, 3, Protocol Phantom, Rogue Nation, Fallout, Dead Reckoning Part 1 ont respectivement à rapporter au box-office mondial 458, 550, 400, 695, 689, 787 et 565, soyons précis, millions de dollars. Il m'est arrivé de m'évanouir. Et oui, parce que le mec, à 60 ans, il fait toujours ses cascades lui-même. Donc, bon... Dans une scène impressionnante, on peut voir Tom Cruise suspendu de manière précaire à l'aile d'un biplan Boeing Stearman. Oui, effectivement, on le voit dans la bande-annonce des années 1930 fonçant à travers l'espace aérien en Afrique du Sud, où la séquence a été tournée à 3000 mètres d'altitude. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée puis que tu vas pas prendre un masque à oxygène? Quand vous sortez votre visage à plus de 120 à 130 miles, donc 193 à 209 km/h, extraordinaire. Vous n'avez pas d'oxygène. Ah bon? Oh bah tiens donc. J'ai donc dû m'entraîner à respirer. Il m'est arrivé de m'évanouir. Je ne pouvais pas retourner dans le cockpit. Formation intensive au pilotage. Pour préparer cette cascade, Tom Cruise a suivi des cours de pilotage sur un Boeing Stearman de modèle 75 dès début 2021, maîtrisant des manœuvres complexes pour les besoins du film. En même temps, rappelons que le mec a un avion de chasse privé, hein, donc bon, le Boeing Stearman modèle 75, il a dû le gérer quand même, je pense.
Tournage international. Le film a été tourné dans divers lieux, notamment au Royaume-Uni, à Malte, en Norvège et en Afrique du Sud, offrant une diversité de décors impressionnante. Budget conséquent. Tu m'étonnes, toi. En juin 2023, le tournage a été interrompu en raison des grèves des syndicats WGA et SAG-AFTRA. Ah, les salauds. Non, bien sûr, soutien complet aux grévistes des syndicats pour la reconnaissance et l'augmentation des salaires des scénaristes et tout ça. Bien entendu qu'on est de tout corps avec eux. Alors que seulement 40% du film était terminé, les multiples interruptions et la complexité des scènes ont fait grimper le budget du film, approchant les 400 millions de dollars. Sachant que le dernier a rapporté 595 millions de dollars, 565, pardon. Oh tiens, c'est déjà 165 millions, c'est déjà pas mal. Qui est le méchant? Essaïe Morales incarne Gabriel, le nouveau méchant, déterminé à trouver une clé qui donnera à son détenteur le contrôle d'une arme toute puissante. Il apparaît comme une énigme qui tire son plaisir de la souffrance qu'il cause aux autres. C'est la base des méchants. C'est également un fantôme du passé d'Ethan qui a une vision très sombre de l'avenir de l'humanité. Sans Gabriel, Ethan ne serait peut-être jamais devenu l'homme qu'il est. Oh! Si Ethan ne l'arrête pas, Gabriel apportera misère et souffrance à tous les habitants de la planète. Le réalisateur confie, Gabriel est un personnage issu du passé d'Ethan avant qu'il ne devienne l'Ethan Hunt que nous connaissons. Ils se connaissent depuis très longtemps, un événement commun de leur passé a fait d'eux ce qu'ils sont. Ils se retrouvent, la boucle est bouclée, The Final Reckoning, bien entendu. Une séquence sous-marine périlleuse. Une scène montre Ethan Hunt piégé dans un sous-marin en plein courant. Pour la tournée, Tom Cruise a été immergé dans un réservoir d'eau de 8,5 millions de litres. Millions! Combien? Mais c'est énorme! Sur une plateforme rotative portant un masque spécial qui ne pouvait être utilisé que pendant 10 minutes avant de provoquer une hypoxie. Alors, attendez, on va aller voir ce que c'est qu'une hypoxie. Une hypoxie est une diminution de la concentration d'oxygène dans le sang. Elle peut se traduire par un essoufflement et une douleur thoracique et entraîner divers dysfonctionnements au niveau de plusieurs organes comme le cerveau ou les poumons. Voilà, rien de chiant, quoi. Voilà, Cannes 2025, ça je vous l'ai dit, en hors compétition, bien entendu. Heureusement qu'on n'a pas ça en compétition. Soyons un peu sérieux, Cannes doit rester Cannes. Cannes toujours présenté en hors compétition. On m'appelle? Qui m'appelle? Oui, mais non, ça c'est de la pub. Donc, qu'est-ce que je disais? Présenté en hors compétition, le nouveau film de Cédric Clapiche, La venue de l'avenir. On regarde la bande-annonce. Vous êtes tous les descendants d'une femme née en 1873, Adèle Meunier, née Vermillard. Je sais pas, on est quand même une famille, puis on se connaît même pas, c'est bizarre, non? La maison est restée fermée depuis 1944. Elles ont vraiment un mystère, ces photos. On se demande c'était quoi leur vie. Je veux aller à Paris, Gaspard. J'ai besoin de savoir qui est ma maman. Tu l'as pas vue depuis combien de temps, ta mère? 20 ans. Pourquoi vous voulez quitter Le Havre? Bah, tout se passe à Paris maintenant. Mais ça fait pas trop cliché, genre vieux Paris ici? Écoute, Paris, c'est Paris. Hein. C'est vieux, c'est cliché, mais... Je me regarde pas comme ça. Je suis obligé de te regarder si je te dessine. Oui? Non. Quoi? Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'est-à-dire? À bientôt, Gaspard. 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 C'est mon père. C'est qui mon père? Oui, ça me semble évident que c'est le tableau d'un impressionniste. Je me suis fait draguer par Victor Hugo. J'ai un peu l'impression de découvrir ma famille. Une vraie famille. Ne bouge pas. En découvrant des choses sur eux, on découvre aussi un peu de choses sur nous. Vous faites
Écoute quoi? On se réveille? Sacré casting, en tout cas, une histoire qui a l'air assez sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Une obsession pour Paris avant... Ah, attendez, message. Non. Voilà. Une obsession pour Paris avant 1900. Cédric Clapiche a toujours été fasciné par le Paris de la fin du 19e siècle. Son tout premier court-métrage, Ce qui me meut, s'y déroulait déjà. L'idée de faire un film en costume et de rendre hommage à cette époque lui trottait dans la tête depuis longtemps. Ce projet était aussi l'occasion de concrétiser sa passion pour les photographes comme Adjet, Marville ou Nadar qui ont figé sur pellicule un Paris disparu. La venue de l'avenir est ainsi née d'un profond désir de mêler histoire intime et grande histoire. Un film sur la transmission entre art et généalogie. Au cœur du récit se trouve une maison abandonnée où 4 cousins découvrent des archives du 19e siècle. Photos, peintures, carnets, cette découverte leur fait remonter le temps et les pousse à interroger leur passé familial. Clapiche explique que, comme souvent dans ses films récents, le thème de la transmission est central, mais ici il s'élargit à l'héritage artistique que nous laisse la peinture et la photographie en termes de mémoire, de regard et de sens. Pourquoi ils ont mis un point d'interrogation? Je ne sais pas. Le film est en Normandie et dans les musées. L'écriture du scénario a commencé par une semaine en Normandie avec Santiago Amigo Rena. Ensemble, le cinéaste et son co-scénariste ont arpenté les musées, Orsay, Marmottan, Le Havre, Honfleur. C'est pas en Normandie tout ça? Et se sont plongés dans la littérature de l'époque. Le roman Scènes de la vie de Bohème d'Henri Murger a particulièrement nourri leur travail. Cette démarche documentaire a nourri de nombreuses scènes du film, donnant une assise historique crédible au récit. Et La venue de l'avenir est présentée en hors compétition au Festival de Cannes 2025. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain. Je ne sais plus. Je crois que c'est demain puisque le film sort demain. Et le film sort en même temps que la présentation à Cannes. Une réflexion sur le progrès technologique et ses dérives. Le personnage de Gitch, joué par Vincent Macaigne, incarne une critique vive du progrès. Dans une scène coupée au montage, il dit « Le progrès a eu sa chance et quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on peut dire que ça n'a pas marché. » Clapiche reconnaît que ce va-et-vient entre 1895 et 2025 est une manière de questionner notre rapport au progrès en montrant ce qu'on a gagné au jour d'électricité, Internet, mais aussi ce qu'on a perdu. Poésie des paysages, lenteur et authenticité. Un film d'époque très coûteux pour tourner un film en costume de 1895 avec des calèches, des chevaux, des omnibus. 80 figurants nécessitent une logistique colossale. Clapiche est habitué à filmer avec spontanéité dans des décors contemporains, a dû adapter sa méthode. Tu m'étonnes. Il décrit la venue de l'avenir comme un défi technique et humain où chaque plan d'époque demandait des heures de préparation. Il voulait cependant que cette reconstitution garde une forme de légèreté, de vérité quotidienne. Côté casting principal, La venue de l'avenir rassemble beaucoup de comédiens de la nouvelle génération comme Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Paul Kircher, Vassili Schneider ou encore Pomme, la chanteuse. Cédric Clapiche... Elle a quelle tête, Pomme? Je ne me rappelle plus. Ah ok, c'est elle. Cédric Clapiche dirige également Vincent Macaigne, Julia Piaton, Sarah Giraudot et des comédiens fétiches de sa filmographie comme Zinedine Soilem et Cécile de France. Une esthétique inspirée par les autochromes et l'impressionnisme. Cédric Clapiche a travaillé avec son chef opérateur Alexis Kavirchine pour donner une texture particulière à l'image. Pour 1895, ils ont cherché à imiter les autochromes, première photocouleur avec du grain, des contrastes doux et une lumière naturelle. Ils ont aussi repris des cadrages directement inspirés des tableaux de Monet ou Degas. Le film débute même par un plan conçu comme une reconstitution d'un tableau de Monet peint à la gare Saint-Lazare. Une musique entre modernité et impressionnisme. Pour la première fois, Cédric Clapiche a travaillé avec le compositeur Rob. Ensemble, ils ont cherché une musique instrumentale moderne, mais qui évoque l'univers de Debussy ou de Satie. Rob, ancien peintre, a su créer une nébuleuse impressionniste sonore
Ni classique ni électronique, la musique du film, très présente, est ainsi un pont supplémentaire entre les deux époques en écho à l'univers visuel du film. Des objectifs différents pour chaque époque. Les séquences de 1895 ont été tournées avec des objectifs anamorphiques pour donner une matière d'image plus picturale et une profondeur de champ particulière. En revanche, les scènes contemporaines ont été filmées avec des objectifs sphériques, plus nets, plus cliniques. Ce choix technique sert à distinguer visuellement les deux époques tout en respectant l'esthétique de chacune, sans basculer dans la caricature ou le pastiche. Voilà donc pour ce film. Allez, on change d'ambiance avec le prochain film, Lilo et Stitch, la version live débarque au cinéma. On regarde la bande-annonce. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Nous avons appréhendé un dangereux spécimen. Où est-il? Il s'est évadé. Il se dirige vers les vaisseaux de patrouille. Il a pris le rouge. Quelle affreuse planète as-tu dans le collimateur? Une étoile filante. J'aimerais avoir un ami. Un meilleur ami. C'est quoi ça? Il est trop mignon et tout doux. T'en es responsable, c'est clair? C'est promis. Descends de là. Look like an angel. Non. Il est insupportable. Eh, qu'est-ce que tu fais? Pas de chien à table. T'es sûr que c'est un chien? Ouais. Waf. Il n'est pas question de garder cette chose. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné ni oublié. Stitch méchant. Les familles ne sont pas toujours parfaites. Ça veut pas dire qu'elles sont pas gentilles. Oui, pas mal. Je pense que c'est pas une bonne idée de voir ça. Agent Cobra Bubbles, nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Non! Attention, Stitch, je compte jusqu'à 3. 1. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Allez, pas que ça m'enchante, mais qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Live action, à l'instar de nombreux classiques des studios Disney. De toute façon, ils ont annoncé qu'ils les feraient tous. Donc je ne vois pas pourquoi ils commencent par à l'instar. Le dessin animé Lilo et Stitch, sorti en 2002 et réalisé par Chris Sanders et Dean Blois, a droit à son adaptation en live action. Le long métrage original avait donné lieu à plusieurs suites directement en vidéo et à une série télévisée. Les scénaristes de cette nouvelle version, Chris Kekaniokhalani Bright et Mike Van Weiss, ont conçu un récit qui rend hommage au film original, tout en explorant les thèmes de l'Ohana, la famille, de l'appartenance et de la rédemption au sein de la culture d'Hawaï. Le producteur Jonathan Irish explique: le film a perduré et gagné en popularité non seulement par sa singularité, mais aussi par son avance sur son temps. Le film se distingue également par le fait qu'il n'y a ni princesse ni royaume de contes de fées. Il se déroule dans notre monde actuel et évoque ce sentiment de solitude ou de ne pas se sentir à sa place. Le fait qu'il s'agit de l'un des rares films Disney se déroulant dans notre monde a convaincu les producteurs que Lilo et Stitch avait sa place dans un environnement en prise de vue réelle.
Nous voulions voir l'humanité de ces personnages avec de vrais acteurs, ressentir leurs difficultés, leurs drames et leur cœur. Intégrer virtuellement Stitch dans un univers mêlant science-fiction et réalité représentait un défi fascinant. Par le réalisateur de Marcel le coquillage avec ses chaussures. Le réalisateur de Lilo et Stitch a été confié à Dean Fleischer-Camp, connu pour Marcel le coquillage avec ses chaussures, nommé à l'Oscar... Attends, il me semble que ça me dit quelque chose en fait. Oui, oh si, c'était marrant ça. C'était un petit coquillage avec des chaussures qui se baladaient dans une maison. C'était marrant. Ce dernier mêlait animation en stop motion et prise de vue réelle, faisant de Fleischer-Camp un candidat idéal pour porter à l'écran le classique animé Disney. Ouais, enfin, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les productions Disney aient eu vent de Marcel le coquillage avec ses chaussures, et qu'ils aient fait appel à lui, parce que c'est passé quasiment inaperçu, Marcel le coquillage. Le producteur... Ah oui, remarque, il avait été nommé à l'Oscar du meilleur film d'animation. Il ne l'a pas eu, mais il avait été nommé. Le producteur Jonathan Irish développe « Nous avions besoin de quelqu'un qui maîtrise l'humour, comprenne les acteurs et les émotions, et possède une expérience en animation, en design et en effets spéciaux. » Le concerné confie, même s'il s'agit de projets très différents en apparence, j'avais le sentiment au fond de moi qu'ils partageaient le même ADN. Marcel et Stitch sont tous deux des protagonistes atypiques en quête d'une famille dans un monde qui n'est pas fait pour eux, ce qui leur confère un niveau d'émotion qui les élève au-delà de leur simple gentillesse. De plus, le film original a toujours été son Disney préféré. Inspiré du style artistique de Chris Sanders, il ne ressemblait à l'époque à aucun autre film du studio. L'action se déroule dans un décor contemporain à Hawaï, et la plupart des personnages sont des êtres humains ordinaires qui mènent leur vie et sont en quête de bonheur. Une actrice hawaïenne pour Lilo, née et élevée à Hawaï, Maya Kelaoa, qui est Aloha, fait ses débuts au cinéma dans le rôle de Lilo Pelekai. Elle a été choisie parmi plus de 800 candidatures. Ah oui, quand même. Trouver Lilo a été notre plus grand défi, reconnaît le producteur Jonathan Irish. Nous avions besoin de quelqu'un de jeune, capable d'incarner avec réalisme une petite fille qui grandit à Hawaï et qui ait l'endurance nécessaire pour tourner tous les jours. Le réalisateur Dean Fleischer-Camp déclare au sujet de sa jeune actrice « Dès qu'elle a franchi la porte, j'ai compris que nous avions trouvé notre Lilo. Maya est une artiste née, mais c'est sa curiosité et son imagination innée qui nous ont frappés. Ce que l'on voit à l'écran est une performance puissante d'un talent prodigieux, et non quelqu'un qui se contente d'être lui-même devant la caméra. » Une vraie débutante, Maya Kealoha, qui joue Lilo, n'avait pas encore appris à lire. Ah oui, quand même. Lorsqu'elle a commencé à tourner le film. Quel âge? 8 ans. Bah, 8 ans, on sait lire normalement, non? Elle a dû mémoriser son texte grâce à des enregistrements audio. Le réalisateur se souvient, contrairement à beaucoup d'enfants qui auditionnaient, elle n'avait aucune expérience professionnelle. Elle me demandait par exemple ce qu'étaient les répliques et ce que signifiait une prise. Après non... Voilà, mets les doigts dedans, tu verras. Après, non seulement elle savait lire, mais aussi attendre le son et comprendre tout le jargon du tournage. Des revenants, Amil, qui avait prêté sa voix à Madame Asagawa dans le dessin animé original, je crois que j'ai jamais vu le dessin animé original, revient cette fois sous les traits de Tutu, la voisine chaleureuse de la famille Pelekai. L'actrice déclare « C'était passionnant de revenir avec un rôle différent car j'ai pu créer un personnage qui n'existait pas. J'ai dû revoir le film original car il était sorti il y a bien longtemps et je l'ai toujours trouvé aussi chaleureux et charmant. » Quant à Tia Carrère, elle doublait Nani dans le film d'animation de 2002 et campe un nouveau rôle, celui de Madame Kekoa, qui travaille pour les services sociaux. La comédienne affirme « C'est un moment exceptionnel d'avoir participé au film original il y a 23 ans. Quand j'ai appris qu'ils allaient lancer cette nouvelle version, j'ai tout de suite voulu faire partie de l'héritage de l'histoire. » L'acteur d'origine hawaïenne et chinoise Jason Scott Lee joue le rôle du gérant de Luo. Il prêtait sa voix à David Kawena dans la version originale du film d'animation. Enfin, côté doublage français, Camille Donda, qui doublait Lilo dans le film animé, est cette fois la voix de Nani. Et on y en a.
Le créateur de Stitch, de retour, Chris Sander, co-réalisateur du film de 2002 et le créateur et la voix originale de Stitch. Il avait présenté le projet à Tom Schumacher, alors responsable de l'animation chez Disney, qui avait donné son feu vert à condition que le film ait l'air d'avoir été dessiné par Sanders. Celui-ci raconte, en effet, pour présenter le projet, j'avais créé un livre pour enfants, c'était un pitch illustré. À l'époque, je m'inquiétais de la sortie de nombreux films d'aliens et je voulais que les gens voient mon extraterrestre sur son meilleur jour, car c'était une créature très particulière. Il poursuit. Un artiste du studio a essayé de comprendre comment je dessinais, car je ne considérais pas mes dessins comme étant différents de ceux des autres. Sue Nichols, une artiste d'animation émérite, a analysé mes dessins et créé un livre intitulé « Surfing the Sander Style ». C'était un véritable guide, personne n'a été plus fasciné que moi. J'ai donc fini par donner ma voix aux personnages, par leur concevoir, coécrire le scénario avec Dean DeBlois, mon co-réalisateur, et présenter le film. Chris Sanders avait beau être en plein tournage du Robot Sauvage quand le casting de Lilo et Stitch a débuté, il tenait absolument à reprendre la voix de l'espiègle créature. Je vais faire cette voix aussi longtemps que je le pourrai, c'est un personnage très personnel pour moi. Et on en a encore long, ça. Ouais, quand même. La conception de Stitch entre animatronique et CGI. Le design de Stitch est inspiré des oreilles d'un cerf, du nez d'un bulldog, de la fourrure d'un koala. Quant à ses yeux, il ressemble à ceux d'un phoque. Noir de loin mais plus humain de près. Stitch devait être généré par ordinateur, mais afin que les acteurs puissent interagir sur le plateau avec lui de façon la plus naturelle qui soit, une marionnette créée par Legacy Effects a été utilisée. Elle a été manipulée par Seth Hayes, qui est l'un des marionnettistes de Grogu, sur la série The Mandalorian. Voilà, je suis dans l'inconnu complet. Cette marionnette différait des autres projets dans la mesure où mon jeu n'allait pas être utilisé dans la version finale. La plupart des créatures ou personnages à qui j'ai donné vie reprenaient mes mouvements. On les voyait à l'écran, mais pas dans ce film. La marionnette n'était là que pour donner vie aux personnages sur le plateau. Pour sa conception en CGI, donc effets spéciaux, Craig Hamack d'Industrial Light and Magic indique « Nous avons passé beaucoup de temps à déterminer la combinaison exacte de tous les éléments qui composent ce personnage si apprécié, afin d'obtenir une 3D aussi fidèle que possible. Nous avons fait pas mal de développement pour y parvenir, notamment sur les nuances de couleurs, le mélange de fourrure, la stature, la forme des yeux, sans oublier la taille de ses oreilles. » Hawaï, un personnage à part entière, garantir l'authenticité culturelle et saisir l'essence d'Hawaï était primordial pour l'équipe de Lilo et Stitch. Le tournage principal s'est déroulé à Hawaï, sur l'île d'Oahu, en 2023. Une équipe de consultants a veillé à la véracité des dialogues, de la langue hawaïenne, de l'usage du pidgin, le créole hawaïen, et de tous les éléments culturels. L'équipe du chef décorateur Todd Cherniewski a veillé à ce que tous les décors ressemblent à de vraies maisons hawaïennes remplies d'objets que l'on trouve dans n'importe quel foyer local. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les équipes artistiques locales pour garantir l'exactitude de chaque détail, des autocollants sur les pare-chocs des voitures à la conception de la maison Pelekai. Et on finit sur la fameuse maison Pelekai. L'extérieur de la maison Pelekai a été construit sur une parcelle de terrain comme une demeure traditionnelle, la rendant résistante aux intempéries et fonctionnelle. Sa construction a nécessité environ 12 semaines, de l'étude initiale à l'ouverture du plateau. La majeure partie des scènes en intérieur a été tournée sur le plateau de Pointe-Panique, un ancien entrepôt du Grand Honolulu. Voilà, comme ça vous savez tout sur Lilo et Stitch. Pour le film suivant, il me semble qu'on retourne à Cannes, oui. Alors, est-ce qu'on est en compétition, là? Oui, on est en compétition. Les frères Dardenne, Jean-Luc et... non, c'est Jean-Pierre et Luc, pardon. Dardenne reviennent au cinéma avec ce film Jeune mère, dont on regarde la bande-annonce. T'entends? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés. Demain soir, tu fais la cuisine, ok? Tu vas faire quoi? Bah, des pâtes avec des aubergines. D'accord. Pourquoi tu m'as abandonnée? À quoi ça peut te servir de savoir ça? J'en ai besoin. Quand est-ce qu'on verra ta mère? Je sais pas.
Il faut pas rêver qu'un bébé va tout arranger. Je crois que c'est Noé qui pleure. Tu vas le chercher? Moi aussi, je pleure. J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil. Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne? Dans ta maison maternelle de merde. Ici, vous avez la chambre d'enfant, avec une vue sur la Meuse. Elle pourra voir les bateaux. Notre premier appartement. On s'en sort? On s'en sort. Quand je suis arrivée ici, vous m'avez aidé à pas avoir honte d'être une mère célibataire. Je veux pas revenir dans le passé, mais je t'en ai déjà prêté de l'argent. Je me réjouissais tellement de te tenir contre moi. Mais je sens rien. C'est plus ma sœur! Je veux qu'elle ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère, je veux m'en sortir. Voilà, les frères Dardenne qu'on connaît pour leur fibre sociale dans leurs films. Et là, j'ai bien l'impression que c'est encore le cas. Alors, comme on disait, le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2025. Et on part sur la genèse. Les frères Dardenne sont allés visiter ce qui s'appelle une maison maternelle située près de Liège, dans le but d'écrire un scénario centré sur une jeune mère qui cherche à trouver le contact avec son bébé. Sur place, ils ont été attirés par les moments de vie communs que partagent ces jeunes mères, comme les conversations et les repas. C'est un court reportage réalisé par une stagiaire sur ces instants de vie commune qui les a incités à revenir dans ce lieu et à y rester plus longtemps pour approcher les vies personnelles des résidentes. Ils expliquent s'il y a bien des moments de vie communs, il y a aussi surtout des vies solitaires de jeunes femmes aux prises avec leurs angoisses et espoirs, parfois illusions, à propos de leurs nouvelles conditions de mère, le plus souvent mères célibataires à propos de la famille d'où elles viennent, où elles retourneront ou ne retourneront pas, du père souvent absent ou inexistant, à propos de leur avenir avec l'enfant ou sans l'enfant confié à une famille d'accueil, à propos aussi de leur avenir scolaire et professionnel, leur capacité de vie autonome. Récit choral. À la suite de leur visite dans la maison maternelle, les réalisateurs et scénaristes ont choisi d'étendre leur récit à 4 personnages principaux et à un 5e dont l'histoire est plus brève. Pour rassembler 5 histoires en un film, notre souci a été de ne pas tomber dans des effets de construction, de ne pas concevoir les histoires individuelles dans la seule optique d'une histoire globale qui, par exemple, serait l'histoire d'un lieu, en l'occurrence la maison maternelle. Chaque récit a été construit en fonction de chaque jeune mère et de son enfant, en étant au plus près du moteur de chacune. Ainsi, le film est à la fois un portrait de groupe et 5 portraits de jeunes mères. Un casting ample pour trouver les interprètes de Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma. La production a vu 150 jeunes femmes. Ah oui, quand même. Parmi plus de 300 candidatures reçues. Ouf. Comme souvent, les cinéastes belges qui ont révélé des talents comme Jérémy Renier, Olivier Gourmet, Émilie Dequesne ou encore Déborah François ont privilégié des inconnus ou des actrices qui ont peu d'expérience. Ainsi, le casting mêle des débutantes au cinéma comme Lucie Laruelle, Babette Verbic, Samia Hilmi et d'autres comédiennes un peu plus expérimentées telles que Janena Aloua, Faucan et Elsa Houben. En décor réel, Jeune mère a été filmée dans la maison maternelle que Luc et Jean-Pierre Dardenne avaient visitée lors de l'écriture. Nous avons l'intuition que les séquences de la maison maternelle doivent être tournées dans la maison maternelle qui nous a inspirés. Ne pas aller ailleurs ou construire un décor, tourner dans cette maison et n'y ajouter aucun élément de décor et d'éclairage. Tournage. Voilà, ça c'est l'info, la vraie info. Le long métrage a été tourné de fin août à début octobre 2024. Voilà. Là, je pense que sans ça, on n'aurait pas... Il manquait un truc pour comprendre le film. J'en suis persuadé. Allez, on change d'ambiance et on part sur un film de genre avec Les Maudites, dont on regarde la bande-annonce. ¿Ese es Tom? No, he salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa. Pero si no hay nadie, mi amor. Pau. Asesina la vida de Camila. Estudio cine. ¿Sos buena? Podrías haberme avisado que está loca de atar la mina. Igual no te preocupes que no le dije nada, ¿eh? ¿De qué? De que no sabía que la estabas grabando. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie.
sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras. Camila, ¿Qué? estamos malditas. ¿Nosotras? Me estás asustando. ¿Y qué te asusta? Si no me crees. Interdit aux moins de 12 ans. Alors, je le rapprocherai plus de... D'ailleurs, sur le programme du cinéma, je ne l'ai pas classé en horreur. Je le classais plus comme Présence de Soderbergh, dont on avait parlé il n'y a pas longtemps. Un film avec une tension, mais où il y a quelques screamers, on va pas dire le contraire, mais on n'est pas dans l'horreur, le dégueulasse pur, vraiment. On est plus, oui, c'est plus un thriller où il s'installe une tension tout le long du film qu'un film d'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Un cauchemar visuel et narratif. Pedro Martín Calero voulait que le film soit perçu comme un cauchemar jouant sur les codes des rêves. Succession d'images dérangeantes, rupture temporelle et atmosphère surréaliste. Les Maudites est ainsi déstructuré au niveau narratif pour plonger les spectateurs dans une zone temporelle de cauchemar, où l'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la minute suivante. Cette absence de linéarité rompt volontairement avec les codes traditionnels du cinéma d'horreur. La Maison hantée repensée, le réalisateur et la scénariste Isabelle Peña ont choisi de détourner l'archétype de la maison hantée gothique pour l'ancrer dans le quotidien. Dans Les Maudites, l'endroit maudit est un banal immeuble d'appartement, un lieu moderne et neutre, loin des manoirs lugubres habituels. L'idée était de renforcer l'idée que l'horreur peut surgir dans des lieux que nous fréquentons tous les jours. Et oui, Marc, ce soit le château de je sais pas qui, là, de Dracula. Crier la peur. Pedro Martín Calero a intégré dans le récit des technologies actuelles, AirPods, Live Photo, Google Street View, WhatsApp ou encore caméra de sécurité. Ces éléments participent activement à la narration et renforcent l'angoisse en montrant que l'horreur peut s'immiscer dans notre quotidien hyper connecté. Par exemple, le phénomène paranormal est capté directement via des AirPods, ce qui donne une matérialité contemporaine à l'épouvante. Deux styles visuels distincts selon les époques. Les Maudites se déroulent... Ah ben dis donc, c'est le deuxième film sur plusieurs temporalités, c'est pas mal. Sur deux temporalités, Madrid aujourd'hui et La Plata en 98. Le présent est filmé avec des outils numériques et des cadrages millimétrés pour un rendu réaliste et clinique. En revanche, les séquences de 1998 utilisent une caméra plus organique, avec des mouvements à l'épaule et une texture analogique pour évoquer la vitalité de l'époque et renforcer la sensation d'immersion dans le passé. Une bande-son centrée sur la voix humaine. Le compositeur Olivier Arson a construit la bande originale autour de la voix humaine en s'inspirant du gémissement central que perçoivent les héroïnes. L'objectif était de créer une continuité émotionnelle et temporelle entre les différentes histoires du film. Des chœurs discrets et quasi murmurés créent une tension sourde et angoissante, et évoquant l'oppression progressive du mal qui piège les personnages dans une spirale émotionnelle. Et ben voilà. Pour ce film, on passe à un film plus calme, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Au lit, on regarde la bande-annonce. Lisa, c'est moi. T'es en sueur là, qu'est-ce que t'as fait? J'ai couru. Ouais, bah moi j'ai fini là. Lui c'est Bertrand. Je voudrais essayer de le faire bosser chez ton père. Il a galéré, il a envie de s'en sortir. T'es fermier alors? Toute la journée, je cueille. Mais calme-toi là. T'inquiète pas comme ça. Wow!
Pierre, tu peux lui donner des chaussures de sécurité à sa taille? Ça fait longtemps que tu skates? Non, je skate pas. Ouais, t'es bien ton slip, hein. C'est ça que tu cherches? C'est à moi ça, pourquoi tu prends ça toi? J'ai vu tes vidéos sur internet. Tu pourrais m'apprendre à mieux skater. Tu veux que je sois ton prof de skate? Tu dois aller faire quoi? Ça, je peux pas te dire, c'est un secret. 1, fléchi, 2, clac. Faut y croire, Patrice. Si t'y crois, il passe. La passé. Ouais, petite pique. Oh, tu vas où? Reste là. Faites-moi un petit. On a le même problème, toi et moi. Pierre, c'est fini les cours de skate. Bertrand, c'est pas un modèle. C'est ça que tu veux devenir? Je veux pas devenir comme lui, je veux juste faire du skate. Le petit, il a un rêve. Alors vous allez l'aider. T'as toujours le choix entre dire oui ou dire non. Y a personne qui peut rentrer dans ton crâne et faire le choix à ta place. Guillaume te tronche. Merci pour ton lurk. Et bonne partie. Toujours, c'était quoi ce matin? Minecraft? Ça continue, ça construit. Qu'est-ce qu'on nous dit donc sur ce film? Sélection en festival. Oli d'Antoine Bess a été présenté dans plusieurs festivals majeurs en France, parmi lesquels le Festival du film francophone d'Angoulême, Biarritz Film Festival, Nouvelle Vague, Les Arcs Film Festival ou encore l'Arras Film Festival. Premier pas, il s'agit du premier long-métrage du réalisateur Antoine Bess, qui s'est surtout fait connaître pour la réalisation de clips pour différents artistes tels que Nekfeu, Kobo, Rat Cartier, et aussi de séries Red Click, BTS, Caro, Nostra. Bah, à part Nekfeu, les autres, je connais pas. Et les séries, non plus. Une première. Oli a vraiment une particularité, puisqu'il s'agit du tout premier film français consacré à l'univers du skateboard. Il n'y a jamais eu de film de skateboard français avant. Ah ouais, curieux ça. Thématique récurrente, le sujet du skate central dans Oli a déjà été abordé par le cinéaste dans son premier court-métrage, Le skate moderne, un documentaire fantasmé sur la vie des skateurs des champs, qui avait été notamment inspiré par le classique La vie moderne de Raymond Depardon. Accent autobiographique, comme ses personnages, le réalisateur a lui-même pratiqué le skate lorsqu'il était plus jeune. Une passion qui est née de celle qu'il avait pour le surf, lorsqu'il a déménagé de la côte vers les terres. Monsieur Vavou qui lance un raid avec 10 copains. Eh ben merci beaucoup. Bienvenue. Alors ce soir on fait les sorties ciné, le tour des sorties ciné de la semaine. Donc on regarde les bandes annonces et on lit ce qu'on nous dit sur les films. Donc là on est sur Oli, un film sur le skate. Et donc voilà. Et puis, quand j'ai le temps, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Quand j'ai le temps, je fais des petites soirées jeux vidéo, mais j'essaie de les reprendre parce que ça me manque un peu, puis je regarde trop de films. Au bout d'un moment, c'est lassant. Et en tout cas, merci beaucoup, monsieur Vavou. On peut peut-être faire un shootout. Vous pouvez aller le découvrir, bien entendu. Tac. Hop. Voilà. Continuons donc. Lorsqu'il a déménagé de la côte vers les terres, il a continué à pratiquer des sports de glisse en compagnie de skateurs des champs passionnés qui lui ont inspiré le sujet de son court-métrage, le skate moderne. Il faisait quoi au fait, monsieur Vavou? J'y ai même pas demandé. Influence, bien qu'ancrée dans une campagne française reculée, Oli n'a pas été vraiment inspiré par des cinéastes hexagonaux. Antoine Bess s'est surtout référé à plusieurs auteurs incontournables du cinéma indépendant américain tels que Sean Baker ou Chloé Zhao. Sean Baker qui a reçu la Palme d'Or l'an dernier à Cannes pour Anora. Chloé Zhao qui a eu aussi au moins une Palme d'Or pour Nomadland ou The Rider, je ne sais plus.
qui a tourné Les Éternels. Alors ça, oui, bon, c'est... pourquoi pas. Mais cinéaste très importante aux États-Unis, qui parle bien de... Christian Bucker aussi, hein, qui casse un peu le rêve américain. Et ça fait toujours plaisir. J'ai fait un live un peu making-of, où j'ai fait en live la publication Insta avec tes conseils, tu verras, j'ai un peu remanié la première image, où j'ai rajouté les affiches des filles sous le nom les conseils de la semaine. Nomadland, oui, c'est ça. C'est ça. Ok, bah j'irai voir ça, j'irai voir le replay vite fait. Hommage. Avec Oli, Antoine Besse souhaitait rendre hommage à un groupe bien précis, celui des communautés en marge, en particulier celle de la ruralité. Attendez, ça me fait penser. Vous pouvez aller suivre... Alors, attendez, comment ça marche ça déjà? Hop. Si je fais recherche, c'est là. Vous pouvez aller suivre Monsieur Vavou sur son Instagram. Il fait des détournements de photos. Et je lui envoie des recommandations de films qu'il met sur son Instagram. Vous pouvez retrouver tout ça là-bas. Hop, allez, on continue. Je sais plus où j'en étais. Avec Oli, Antoine Besse souhaitait rendre hommage à un groupe bien précis, celui des communautés en marge, en particulier celle de la ruralité. Un film généreux, pour être compris par le plus grand nombre, et notamment les laissés pour compte, qu'il met en avant à l'écran, le cinéaste a choisi de faire un film généreux, mélangeant des codes du cinéma d'auteur avec d'autres davantage issus du cinéma populaire. L'importance des skateurs, pour que ce film soit le plus crédible possible. Antoine Besse a surtout souhaité travailler avec des skateurs plus que des acteurs. Il avait à cœur de montrer l'authenticité du skateboard avec ses codes spécifiques. C'est pour cette raison que les comédiens, notamment Théo Christine, ont été choisis par rapport à leur pratique du skate. Inspiration. Pour Bertrand, le personnage que joue Théo Christine, Antoine Besse s'est inspiré de Béranger, dit Bébert, l'une de ses connaissances lorsqu'il a découvert le skate plus jeune. Présentant un don pour ce sport, il a malheureusement fait une violente chute qui a eu des conséquences terribles pour son genou. Et oui, sans genou, tu fais pas de skate. Ce drame l'a ensuite précipité dans une spirale autodestructrice, le conduisant à sa perte. Le réalisateur s'est inspiré de son souvenir pour construire le personnage de Bertrand. Et on le comprend. C'est con qu'il n'ait pas mis au début que c'était inspiré d'une histoire vraie. Et on le comprend à la fin parce qu'il y a des vraies images du fameux Bertrand. Préparation intensive. Pour se glisser dans la peau de Bertrand, Théo Christine a suivi un long entraînement. En amont du tournage, il a passé du temps dans la communauté des sound systems afin de comprendre leur vocabulaire et leur mode de vie. En outre, il a également perdu 15 kilos en 3 mois pour coller au mieux à son personnage. Structure similaire au niveau des thématiques, mais également de la structure du film. Antoine Besse s'est inspiré de l'américain Jeff Nichols. Dans les deux films, il est question d'un jeune garçon qui cherche une figure de réconfort auprès d'un grand frère ou père de substitution. De l'aveu même du réalisateur, les fondations des deux films sont très proches. Un morceau récurrent, le début et la fin du film sont rythmés par la pavane de Gabriel Fauré. Un morceau qu'Antoine Besse avait déjà utilisé dans le skate moderne après l'avoir découvert dans La vie moderne de Raymond Depardon. Retrouvailles. Emmanuel Berco et Cédric Kahn s'étaient déjà donné les répliques dans Fête de famille, que ce dernier avait également réalisé. Champion. Christine Billou, qui joue le rôle du jeune Pierre, connaît bien l'univers du skate puisqu'il est champion de France U16 de skateboard, une activité qu'il mène en parallèle de ses rôles au cinéma, notamment chez Andrea Bescon et Éric Métayer dans Quand tu seras grand. Voilà, et moi, c'est vrai qu'en regardant le film, je m'étais dit, ok, soit t'apprends vite à faire du skate, parce que ce qui passe à la fin du film, tu sens qu'il y a du niveau, quoi. Soit tu fais déjà du skate. Mais voilà, il y a quelque chose. Et effectivement, c'est un champion. Allez, pour le prochain film, on part en
en Roumanie avec Libertat et la chute de Ceausescu. On regarde la bande-annonce. Attendez. Si je vais essayer de mettre le son dès le début, ce sera pas mal. Ia zi, cine te-a pus să tragem poporul după stradă? E vor libertatea, știi, dar dacă le-o dai, habar n-au ce să facă cu ea. Nu o să mai dureze mult circul ăsta, o să liniștească toți. Știi tu ceva ce nu știu noi? Bă, ordinul e clar. Rămânem în unitate și apărăm sediul. Deci tragem în ei? Armata! N-a fost niciodată în popor! Toate zvonurile și minciunile au fost dirijate în strânsă legătură cu trădătorii de țară și cu cercurile imperialiste. Bă, schimbați-vă! Scăpați de uniforme! Hai! Am tras cifrele prin spate să-mi par magazin de armament. Bă, armata trage noi! Nu sta acolo, vrei să mori? Da, tovarășule, se trage! Unitatea e atacată puternic de miliție și securitate! Uite-mă, încă unul! Uite-mă! Sunteți arestați pentru acțiuni contrarevoluționare. Dacă scapă careva de aici să ne anunțe familiile, bine? Da, tot ce știi. Ce că e în bazin. Am capturat peste 500 de teroriști. Am omorât și pe Ceaușescu, nu vă mai apără nimeni! Toată lumea! Culcat! De ce mă trag ăștia? Și că fiind teroriști să ne scape de aici. Suntem liberi! Mais écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, quand c'est pour parler de cinéma, j'arrive toujours à trouver un peu de temps et à aider les copains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Non, c'est pas ce bouton, c'est ce bouton. C'est mieux. Star de festival, Libertat a été remarqué dans de nombreux festivals à l'international et a reçu notamment le prix RSS Sikae au Sarajevo Film Festival. Prix de la critique du Arras Film Festival, le prix de la critique indépendante à la Mostra de Venise, et pas moins de 10 Gopo Awards, les Césars roumains, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur acteur. Habitué à des récompenses, Libertat est le 5e long métrage de Tudor Giurgiu. Ses précédents films ont été sélectionnés et récompensés dans de prestigieux films internationaux. Love Sick et Why Me ont ainsi été présentés dans la section Panorama de la Berlinale, tandis que Of Snails and Men a été récompensé au Festival de films de Varsovie et de Valladolid. Valladolid, je ne sais pas où c'est. Une psychose, le réalisateur Tudor Giurgiu avait 18 ans en 1989. De cette époque, il garde le souvenir d'une psychose généralisée pour sa génération. La peur des terroristes était quotidienne. Pardon, ces derniers pouvaient être des Arabes, des espions russes ou encore des officiers de la Securitat. Police politique secrète roumaine sous l'ère du communisme. Comme vous et moi, Libertat met en avant des gens ordinaires. Les héros du film rappellent ces terroristes fictifs accusés par le pouvoir en place après la fuite de Ceausescu. Pourquoi je dis Ceausescu? C'est pas un C, c'est un S. Donc c'est Ceausescu. Oui, bon. À cette époque, le fait d'inventer d'ennemis du pouvoir permettait aux dirigeants de pallier au manque de coordination de l'armée aux décisions prises contre l'intérêt du peuple. Le fait d'inventer des ennemis du pouvoir, oui, voilà, c'est... Bon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de faute sur Allociné. Les images documentaires, bien que Libertat soit une fiction, Tudor Giurgiu a choisi de faire un film qui soit le plus naturaliste possible pour parvenir à restituer avec précision la Roumanie de 1989. Il est donc parti sur une esthétique et une direction artistique qui rappellent les images documentaires de cette époque. Un film multigenre. Libertat mélange plusieurs genres cinématographiques. Outre sa dimension de thriller, le long métrage s'intéresse à plusieurs personnages, le rapprochant ainsi du registre du film choral, un style qui n'est pas sans rappeler celui emprunté par un autre cinéaste roumain, Bogdan Mureșanu, dont l'action de son dernier film, Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé, se déroule également dans la Roumanie de 1989.
Libertate a été co-scénarisé avec Cecilia Stefanescu, avec qui Tudor Giurgiu avait travaillé sur son premier long-métrage Lovesick. Une grosse production. Libertate est le plus gros film en termes de moyens sur lequel le réalisateur a participé. S'il n'a été filmé qu'en 29 jours, il a toutefois mobilisé une équipe de 80 personnes et plus de 110 acteurs. Effectivement, déjà rien que pour mettre tous les gens qui sont dans la piscine, ça commence à faire beaucoup. Travail de recherche pour préparer Libertate. Tudor Giurgiu s'est énormément documenté. Il a notamment lu des livres écrits par des personnages du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Intérieur de l'époque. Il a également consulté de nombreux articles de presse, visionné des reportages et autres documents filmés à Sibiu. Écho de l'enfance, le film a été tourné à Sibiu, ville en plein cœur de la Roumanie dans laquelle le réalisateur a vécu une partie de son enfance. Un constat édifiant. Ça m'a scotché. En termes de chiffres, la révolution de Sibiu, c'est 2 millions de balles. Pas 2000, 2 millions de balles tirées. 500 tirs de canon. 650 missiles tirés depuis des hélicoptères. Et alors, pour 2 millions de balles, il n'y a c'est déjà énorme, 99 personnes décédées, 272 personnes blessées et 522 qui ont été détenues illégalement dans une piscine locale pendant plusieurs semaines. Et on focus un peu dans le film sur ces personnes. Changement de trajectoire. À l'origine, Tudor Giurgiu n'était pas destiné à faire du cinéma. Il suivait en effet des études de médecine, mais la chute de Ceausescu et l'ouverture de la Roumanie ont été un déclic pour lui. Désormais libre de ses choix, il a décidé de se tourner vers le 7e art. C'est beau comme histoire. Allez, on passe sur un petit documentaire avant d'attaquer les Bollywood de la semaine. Lazare Silberman, un film de Benjamin Sylvestre. On regarde la bande. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu dire qu'il existait des archives de la famille, rassemblées quelque part dans une boîte ou dans un classeur, sans jamais les voir. L'histoire de la famille semblait être connue de tous comme une évidence tacite. La famille israélite désignée ci-après, Pawlowski Henri, Pawlowski Simon, Silberman, né Pawlowski Nathalie, et sans doute son enfant Lazare, a quitté furtivement son domicile le 7 juillet 1942, pour une destination inconnue. Claude, je connaissais pas ces films. Là, il va faire une grimace. Non, il va prendre une balle et tout. Ouais, il va... Là, faire genre, il va la manger, regarde. On est allé voir quelqu'un, un neurologue. Dans les questions du neurologue, il y avait des fois, il n'avait pas pu répondre aux questions. Et en sortant, il m'a dit, tu vois, le passé me rattrape. Peut-être pas trop être fatigué pour aller le voir celui-là. C'est bien possible de s'endormir. Allez, mesdames et messieurs, on arrive à l'instant Bollywood. Avec un premier film, Ace, dont on regarde la bande-annonce. Attention all units, this is an emergency.
அங்கே என்னடா பண்ண போற? பழைய ஐடென்டிட்டி எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு எல்லாரையும் போல சாதாரணமாக வாழணும் ஆசையாக இருக்கு. மை நேம் இஸ் போல்ட் கண்ணன். போல்ட் கண்ணனா? அது என்ன போல்ட்? ஏகண்ணன் இருந்தா போல்ட் கண்ணா. என் முன்னாடி ஏதாவது ஒரு அநியாயம் நடந்துச்சுன்னா நான் தைரியமா போல்டா தட்டி கேட்பேன். காரு, பைக்கு, சைக்கிள் எல்லாத்துலயும் இந்த போல்ட்டை கழட்டி வித்துருவானே. டார்க் வெப்ல இதுக்கெல்லாம் சைட்ஸ் இருக்கு. டார்க் சாக்லேட்டா? ரொம்ப அழகா இருக்கு. நீ பேசுறத பார்த்தா அவ கூட க்ளோஸ் ஆயிடும் போல தெரியுது. இடிக்கும் மின்னலுக்கும் நடுவுல கரண்ட் மாதிரி ஒன்று வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? அது பேர் போல்ட். ஐ கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீ இந்த ஊருக்கு என்ன வேலையா வந்திருக்க? என்ன பண்றது நான் பிளான் பண்ணிட்டேன். அது என்ன பிளான் தான் சொல்லண்டா. எனக்கு இந்த பிளான் ஓகே. அவனுக்கு வேற மாதிரி பிளான் பண்ணுவானுடா. ஓ மை காட். பிளான் சொல்றான். வாட் இஸ் யுவர் பிளான்? ஸ்மக்லிங்கு, இல்லீகல் கேம்பிளிங், மீட்டர் வட்டின்னு எல்லா நம்பர் 2 பிசினஸ்லயும் தர்மாக்கு கை இருக்கு. 1 மில்லியன் ரிங்கட் 2 வாரத்துல கட்டணும். அது செய்யலனா என்ன ஆகும் தெரியுமா? எவ்வளவு இருக்கு? மொத்த பணமும் எடுடா. யாரு வந்தாலும் நாங்க தான் ஜெயிப்போம். என்ன சூது கவுதா? இதுக்கப்புறம் தான் ஃபுல் பண்ணே. நீயாடா இதெல்லாம் பண்ண? இப்ப சொல்லு, எனக்கு தெரியணும். யாரா நீ? என்னடா இந்த படத்தை பார்த்தா என்ன மாதிரியா இருக்கு? சிவகார்த்திக் மாதிரி இருக்குதே. சிவகார்த்திகேயனா? Je suis déçu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais, que voulez-vous? C'est comme ça, on a l'habitude, c'est les... Ils ne peuvent pas penser à tout. Déjà, ils nous envoient des films. C'est quoi ça? Je ne rien. Et on passe au deuxième et dernier Bollywood de la semaine avec l'affiche, s'il vous plaît. Merci Nariveta, dont on regarde la bande-annonce. வனபூமியில் பெர்மிஷன் இல்லாம கட்டிய குடில்கள் இப்ப போலீஸ் பொழுது நீக்காம போகிறாரு. எல்லாரும் சகாரிக்கு வா. കേസെടുത്തിട്ടില്ല, കൊണ്ടുവയ്ക്കുവാനെ. അവർ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരോ? இந்த ஹீரோயிசம்லாம் இங்க வேணாம். നമുക്ക് എത്തി 5 ശരിക്കും മോണ്ടേ സ്ഥലം 5 ശരിക്കും മോണ്ടേ. ഇതിപ്പോ ഇവന്മാർക്ക് നമ്മൾ കാവല് നിൽക്കുന്ന പോലെയല്ലേ സാറേ? இது போல வெல் ஆர்கனைஸ்டு ப்ரொடெஸ்ட் ட்ரைபல் லீடர்ஸ் மட்டும் நினைச்சு நடக்காது. Intelligence report have stated that the strike is supported by the Maoist groups. എന്നാലും പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കെട്ടിയ കുടിലുകൾ മുഴുവൻ പൊളിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടോളണം. പേടിയില്ല സാറേ, മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈടെ കിടന്ന് മരിക്കാം.
ബാലിസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി. ബോഡിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റൈഫിൽ നിന്നാണ്. KP5 126 എന്റെ റൈഫിളാണ്. തനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്ക്. ഒരിക്കലും ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്. കുറ്റം ചെയ്തത് ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ സാറേ. போராட்டக்காரர்களை காலுக்கு கீழே தான் சுடணும்னு ஆர்டர். ஆனா வர்கீஸ் நெஞ்சுக்கு நேரா சுட்டிருக்கு. ஐ விட்னஸ் இருக்கு. Et voilà donc pour cette dernière bande-annonce aussi bien Bollywood que des sorties ciné de la semaine, puisqu'on arrive à la semaine, oui, non, bon. À la fin de cette émission. On va faire un petit raid. Chez qui peut-on aller? Je ne sais pas. C'est qui déjà lui? Je me rappelle. Il y a des gens, je me rappelle même plus qui c'est. Je me rappelle plus comment je suis arrivé chez eux. Bonne soirée, Michel. Bon, on va aller chez Geekette, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez elle. Ah! Bah, le live est fini. Eh bien, ma foi, on va se quitter comme ça, hein, parce que là, je sais pas chez qui aller. Je n'ai pas d'idée, Je pense, donc je suis, qu'on va se quitter comme ça. Écoutez, mesdames et messieurs, en tout cas, ça arrive, hein, des fois, on n'a pas de gens à raid. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère qu'il y a des films qui vous auront attiré, tapé un peu dans l'œil. Et n'oubliez pas, il faut défendre la culture et sa diversité tant qu'on peut encore le faire. Donc n'hésitez pas à faire vivre les cinémas de proximité qui défendent cette diversité au mieux. Mesdames et messieurs, bonne soirée et à bientôt.